Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Pascal Bataille qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour David, merci de l'invitation. Ravi de vous recevoir Pascal, on va parler ensemble de votre livre Petit traité du silence. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais attention, si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. OK? Ok, c'est clair. Allez, voici la question promo. Lundi de septembre 1993, voici comment débute votre livre. Expliquez-nous en quoi cette date est importante. Elle est importante parce que c'est la dernière fois que j'ai entendu le silence, que j'ai perçu le silence, puisque ce jour-là, de septembre 93, j'ai eu une crise de surdité brusque qui était, on l'a appris ensuite, due à une petite tumeur bénigne sur mon aire acoustique de l'oreille gauche. Et de ce jour-là, à cause de cette crise ensuite, j'ai gardé des acouphènes permanents, c'est-à-dire des bruits parasites et artificiels qui sont créés par justement ce nerf qui est un peu abîmé. Et donc, je n'ai plus jamais eu le silence depuis 1993. Ça veut dire que là, depuis 1993, il y a toujours une sorte de petit bruit en vous. Petit ou grand, parfois, David, il y a toujours effectivement des sifflements, des bourdonnements, parfois même c'est des petits tintements de clochettes. Ça a le mérite et l'avantage d'être parfois un peu varié et diversifié, pardon. Ça a le mérite d'être parfois diversifié et aussi le changement d'intensité selon la fatigue, l'énervement, etc. Ça peut être plus ou moins fort, mais il y a toujours quelque chose. Avant de revenir à votre livre, Le Petit Traité du Silence, vous êtes connu surtout pour faire de la télévision, être animateur à la télévision. Comment vous faites justement en télé avec les oreillettes? Généralement, les animateurs ont donc une petite oreillette dans l'oreille qui permet de répondre à la régie, en tout cas d'avoir des informations. Mais on sait que parfois, ça peut être très gênant au niveau du son, surtout quand on a un problème. Alors en fait, pour faire de la télévision, j'ai effectivement une oreillette que je mets dans l'oreille gauche, celle qui entend le moins bien, en réglant le volume à fond pour bien entendre ce que me dit la régie. Et du coup, à la fois, l'intérêt, c'est que ça couvre les acouphènes et que l'oreille droite, celle qui est saine et qui entend parfaitement, peut capter tout ce qui se passe sur le plateau sans problème. Donc finalement, au début, c'est un peu déroutant. C'est même vraiment handicapant. On a envie de se taper la tête contre les murs. Mais voilà, j'ai appris à vivre avec, comme beaucoup de gens qui ont ce problème-là aujourd'hui, car malheureusement, les acouphènes, ça touche aujourd'hui beaucoup de Français, de Belges et dans tous les pays. Vous sortez un livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. Alors c'est vraiment quasiment philosophique, hein, c'est-à-dire ce traité, c'est-à-dire que vous partez du point de silence et pour après le mettre dans différentes situations. Alors, on parle des arts, de la télévision bien évidemment, on parle de la mort également, du sexe. Bon, il y a vraiment plusieurs chapitres à chaque fois où c'est très détaillé. Et vous l'avez vraiment fait comme un peu une thèse philosophique. Comment vous avez travaillé ce bouquin? En fait, l'idée de cette collection, parce que c'est une collection chez l'éditeur Guy Trédaniel, les petits traités, et à chaque fois, l'idée est d'explorer comme ça une notion en ouvrant plein de pistes de réflexion sur des thématiques très différentes et en abordant donc cette notion par plein d'angles variés. Et donc, bah, je me suis un peu coulé dans le cahier des charges de cette collection. Et effectivement, on parle aussi bien du silence de Dieu, du silence que vit le sourd, le silence de l'apprenti, celui qui est en position d'essayer d'apprendre et de savoir, dans la littérature, dans l'art, dans la musique, puisque le silence est essentiel dans la musique. C'est Mozart lui-même qui disait la musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence entre les notes. Et c'est vrai que si vous écoutez un morceau de musique, vous en supprimez tous les silences, ça n'est plus qu'une cacophonie. Voilà, donc l'idée est, j'ai travaillé en essayant justement, moi, d'explorer cette notion sous plein de petits drapeaux différents et de voir ce que ça m'évoquait à moi et comment l'idée générale étant effectivement de faire une réflexion philosophique, mais grand public quand même, Bien sûr, ouais. euh, qui, euh, qui essaie de redonner sa place au silence
alors que dans notre société et dans nos modes de vie contemporains, on chasse de plus en plus le silence de tous les aspects de notre quotidien. On parle beaucoup trop sans s'écouter, sans chercher à entendre l'autre. On est sans cesse soumis et victime, enfin soumis au bruit et victime d'une sorte de harcèlement sonore comme ça. Et on a pris des mauvaises habitudes. Moi, le premier, comme par exemple quand je rentre chez moi, souvent, je me suis rendu compte, et je le fais de moins en moins aujourd'hui, mais là, mon premier geste était d'allumer une radio, une télévision ou une enceinte connectée pour mettre de la musique ou écouter les infos, comme si effectivement je fuyais ce silence, comme s'il m'angoissait, et alors qu'il est plein de vertus, parce qu'il y a aussi des chapitres sur toutes tous les bénéfices qu'on peut avoir à retrouver le goût du silence. On a, par exemple, avéré dans des études scientifiques que le silence a des vertus thérapeutiques. Il réduit le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Il permet à des neurones de se régénérer. Euh, etc., etc. Il est évidemment propice à la méditation, au recueillement, à l'apprentissage. Voilà. On ne peut pas apprendre si on ne se tait pas. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est de dire, évidemment, il ne faut pas faire la chasse au bruit par essence ou dire que toute parole est inutile. Et à l'inverse, dire que le silence, il est bon en permanence, parce que, et je l'aborde aussi dans le livre, le silence, ça peut être aussi du mensonge, le silence, ça peut être aussi de la censure. Voilà, donc s'il n'est pas choisi et s'il n'est pas utilisé dans le bon sens, eh ben, cet outil-là n'est pas non plus intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on gagnerait tous à lui redonner un petit peu de place, un peu d'espace dans notre quotidien. J'ai une anecdote issue du livre concernant Il y a que la vérité qui compte et le silence. C'est-à-dire que vous avez livré, je crois que la première émission de Il y a que la vérité qui compte, et il y a dans cette émission, pendant une minute, un silence avec de l'émotion dans les regards, etc. Vous livrez cet épisode à TF1 et TF1 va vous dire il y a un problème. Effectivement, ils nous disent, vous avez oublié un montage et un moment où il y a quasiment une minute entière de silence et vous avez oublié de couper. Et il a fallu leur expliquer effectivement que ça faisait partie intégrante du concept et de la nature même de l'émission, ces moments d'émotion où personne ne parle, où tout passe dans les regards, parce qu'on peut en dire beaucoup plus parfois par un regard ou par un sourire que par une longue phrase alambiquée. Et donc, il a fallu leur expliquer ça. Et j'en parlais récemment à propos de mon livre avec Jean-Pierre Foucault, qui me disait, mais tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, quand j'animais Qui veut gagner des millions, me dit-il, eh bien, les silences que je laissais parfois très longs, ils étaient aussi lourds de signification, riches en sens et en retentissement. Qui veut gagner des millions, qui veut gagner des millions sans silence, Ouais. comme il y a que la vérité qui compte sans silence, ça ne serait pas la même chose. Pascal, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Est-ce que vous pourriez un jour vous retrouver sur le divan de Y'a que la vérité qui compte pour évoquer un souci avec un proche? Oui, oui, en tout cas, j'aurais pu, c'est une question qu'on se pose souvent. D'abord parce que quand on choisit les invités dans les histoires qu'on va traiter dans Il y a que la vérité qui compte, on se demande toujours si si elles nous concerneront. On est les premiers téléspectateurs, Laurent et moi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, comment la séquence va se dérouler, ni comment elle va se résoudre ou pas, si le rideau va s'ouvrir ou pas. Et donc, la force de cette émission, au-delà de sa mécanique et de son suspense, évidemment, c'est que je pense que quand on la regarde, ça nous renvoie tous à nos vécus, à nos histoires personnelles, et on retrouve toujours dans une ou l'autre des séquences de l'émission quelque chose qui nous rappelle une chose que nous on a vécu, une fracture, une douleur, une blessure ou une joie, voilà. Et bon, moi notamment, je l'ai déjà raconté, mon père est décédé alors que j'étais fâché depuis 6 ans avec lui et que enfin, nous étions fâchés tous les deux, ce n'était pas que de ma faute, le temps s'en faut, mais enfin on était fâchés, on ne se parlait plus depuis 6 ans, et donc j'ai jamais pu lui dire au revoir quelque part et puis m'expliquer avec lui. Et c'est vrai que rétrospectivement, je me dis qu'on aurait
on aurait eu bénéfice tous les deux, peut-être à défaut de pouvoir s'expliquer en direct dans notre quotidien ou chez lui ou chez moi, de le faire sur le plateau de l'émission. Vous étiez fâché pour quelle raison, si c'est pas indiscret? Oh, on était fâchés pour des raisons complexes. C'était quelqu'un qui était extrêmement directif et dirigiste et avec lequel il était difficile euh, de composer. Donc, où on faisait exactement ce qu'il disait, où ça n'allait pas. Et il y a un moment où, quand on veut s'affirmer en tant qu'homme et suivre son chemin, on est obligé de faire des choix, de les assumer. Et en l'occurrence, il ne tolérait pas mes choix, donc on en était venu à une rupture totale, malheureusement. Les questions, les réponses plutôt à vos questions sont peut-être dans une lettre que vous n'avez pas encore ouverte? Oui, oui, vous êtes bien informé. Effectivement, il m'a envoyé une semaine ou une dizaine de jours avant son décès une lettre que je n'ai jamais j'ai jamais eu le courage ou la possibilité d'ouvrir cette lettre jusqu'à présent. Donc ça fait quand même maintenant de longues années, 20 plus de 25 ans. Peut-être, ou sûrement, je l'ouvrirai un jour, mais voilà. J'ai j'ai, toujours eu un peu peur de ce que contenait cette lettre de me dire que peut-être que si je l'avais ouverte à temps et que bah, c'était une main tendue, j'aurais pu l'appeler, aller le voir et, euh, et mettre fin à cette période de silence pour le coup. Vous voyez, le silence n'est pas toujours vertueux, il n'est pas toujours bon. Et en l'occurrence, oui, je me dis que peut-être j'aurais été amené à faire ce premier pas et je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas ouvert la lettre sur le coup parce que voilà, j'étais fâché, j'avais pas envie de la lire. Et depuis, ben, j'ai peur de le regretter. Voilà, donc je ne l'ouvre toujours pas. Ça veut dire que vous l'avez chez vous, cette lettre? Oui, elle est chez moi, elle Et est dans. il y a personne qui l'a lu? Même pas votre Si, entourage? si. Mon ex-femme l'a lu, qui est ma meilleure amie, l'a lu à l'époque où on était encore mariés, et elle m'a dit, tu peux la lire, voilà, ça ne te traumatisera pas, mais j'ai pas encore franchi le pas. Ok. Pascal, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous donner des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Si je vous dis combien ça coûte. Une très belle expérience, une très belle époque. L'émission présentée par Jean-Pierre Pernaut, qui était devenu un ami et qui est vraiment celui l'animateur de télévision, présentateur, journaliste, qui m'a le plus appris, je trouve, parce qu'il avait cette capacité à faire briller les gens autour de lui, au lieu, comme beaucoup le font, d'essayer de capter la lumière des autres pour mieux briller soi-même. Jean-Pierre, il avait cette générosité-là de vous faire exister. Il avait une vraie rigueur journalistique. Il avait une expérience en plus et une stature qui était, évidemment, pour le jeune journaliste que j'étais, extrêmement intéressante. Voilà, j'ai adoré toute cette période avec Laurent où on faisait aussi des enquêtes intéressantes, par exemple sur le gaspillage de l'argent public, comment effectivement, en se basant beaucoup sur les rapports de la Cour des comptes, qui est l'organisme en France qui surveille un peu la gestion par l'État des deniers publics. Et donc, voilà, c'était une très belle période. Le moment où j'ai un peu appris vraiment la télévision. Que pensez-vous de ce retour sur M6? Alors, ça s'appelle pas combien ça coûte, mais c'est vrai que M6 essaye avec Julien Courbet de faire des émissions également autour de la consommation. Comment vous avez appris ça? Vous vous êtes dit, ah, dis donc, ça me dit quelque chose. Oui, ben, vous savez, on invente, on invente rarement en télévision, on recycle beaucoup, voire on remet complètement à l'identique, ce qui est le cas avec le retour du La vérité qui compte ou d'autres formats C'est vrai. qu'on voit ressurgir comme le Big Deal ou autre. Euh, on remet des émissions vraiment à l'identique, des émissions qui avaient très bien marché à l'époque. Donc, il y a rien de mal à ça, je dirais. Je pense on est dans une époque en plus de crise où les gens ont besoin de conseils, ont besoin de mieux consommer, d'être un peu guidés.
Et Julien fait ça très très bien et depuis des années. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Si on a mauvais esprit, on va dire oui, c'est copié. Et si on a bon esprit, on va se dire finalement, il y avait une bonne recette dans combien ça coûte, donc pourquoi ne pas continuer à exploiter ce filon et pour le bien des téléspectateurs. Si je vous dis Laurent Fontaine, Ah, ben, un ami de 42 ans maintenant, donc mon partenaire de travail pendant plus de 30 ans en cumulé et un complice avec une alchimie extraordinaire. Ce qui est formidable, c'est que là, on avait arrêté de travailler ensemble quand même depuis peut-être une petite dizaine d'années. Euh, et quand on s'est retrouvés en 2022 pour refaire les plateaux d'Il y a que la vérité qui compte, c'est comme si on n'avait jamais arrêté de travailler ensemble. On a tout de suite retrouver ce plaisir, cette façon de rebondir l'un sur l'autre, pareil, de se faire briller mutuellement, y compris avec nos jokes et nos petites boutades. Euh, donc voilà, je le dis souvent, mais j'aurais pas fait la carrière que j'ai faite sans Laurent à mes côtés, parce j'ai été meilleur grâce à lui. Et j'espère qu'il pense la même chose, mais je crois savoir que c'est le cas. justement, c'est vrai que vous êtes associés l'un et l'autre. C'est vrai que quand on parle de l'un, on parle forcément de l'autre, et même certains mélangent le prénom et le nom, et on mélange les deux. Est-ce que ça vous a pas énervé à un moment donné quand même de se dire qu'en fait vous êtes identifié à deux et qu'on se trompe même parfois dans votre nom de famille? Non, non, vous savez, je pense que justement le secret de la longévité de notre duo, c'est à la fois l'amitié, le respect mutuel, mais aussi cette conviction que, encore une fois, notre duo était plus fort que chacun des deux séparément. Et donc, ça nous arrive régulièrement, à l'un comme à l'autre, d'être tout seul dans la rue et d'entendre des gens se pousser du coude en disant, regarde, c'est Bataille et Fontaine, alors qu'on est tout seul. Donc on est vraiment comme un couple de perruches. Et combien de fois on m'a appelé Pascal Fontaine Ah oui. ou Laurent Bataille ou Laurent Fontaine et inversement, au point que j'en ai fait moi-même un joke. Parce que quand les gens se trompent et que vous les corrigez gentiment, ils sont désolés. Et je leur dis, mais vous inquiétez pas, même ma mère se trompe. Euh, voilà, comme ça, ça les fait rire. Ça les fait rire et ça dissipe la gêne. Si je vous dis les guignols de l'info. Euh, un moment avec beaucoup je dirais, de plus et quelques petits moins. Les plus, c'est que à l'époque où on a été caricaturé par les Guignols, c'était quelque part une consécration, hein, c'est-à-dire, il faut bien le reconnaître, quand on arrivait chez les Guignols, c'est qu'on avait un niveau de notoriété et de visibilité incontestable. Deuxièmement, ce qu'ils avaient trouvé pour nous caricaturer était génial, honnêtement. Justement, ils avaient complètement conceptualisé cette idée du duo de perruches, là, du couple de perruches, au point qu'on était dans leur marionnette caricaturé comme un couple de frères siamois qui était voilà et qui avait un seul cerveau pour deux. Mais c'était d'une intelligence et d'une drôlerie extrême, même si c'était évidemment très cruel, mais c'était extrêmement drôle. Et quand je vous disais tout à l'heure, on nous appelle Bataille et Fontaine quand on est tout seul, c'est ce que les Guignols avaient complètement perçu avec cette double marionnette unie par le même cerveau. Voilà, donc ça c'est les plus, et on riait beaucoup avec Laurent et nos équipes en regardant les épisodes des Guignols où on était caricaturé. Ça a été le moins, c'est pour les enfants, mes aînés qui étaient à l'époque jeunes adolescents, euh, qui ont souffert un peu de moqueries dans les cours de récré, dans les salles de classe, évidemment. Ouais, ton père, il n'a pas de cerveau, ou ton père, il a un cerveau pour deux, etc. Vous savez que les enfants sont parfois cruels entre eux, avec pas le recul le second degré nécessaire que nous, on avait, ce qui nous permettait, nous, d'en rire beaucoup. Donc voilà, beaucoup de plus et un petit peu de moins par rapport effectivement à l'entourage et aux enfants. Si je vous dis Pascal Bataille.
Écouter quelqu'un qui est plus serein et mieux dans sa peau que jamais, après plutôt quelques petites épreuves traversées ces derniers temps, parce que j'ai communiqué sur le fait que j'ai été malade, j'ai communiqué parce que je voulais envoyer un message positif, un message d'espoir, puisque pour moi ça se passait plutôt au mieux et que dans cette épreuve, j'ai eu la chance, moi, de bénéficier à la fois d'un moral extraordinaire et de soins qui ont été très efficaces. Voilà, mais donc Pascal Bataille aujourd'hui très serein, très bien dans sa peau, avec le luxe de ne faire que des choses qu'il aime, la satisfaction d'avoir réussi à aller au bout de ce livre, qui était un projet que j'avais en tête depuis un moment déjà. Voilà, donc, et puis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, David. Je voulais en parler dans quelques minutes. Dans le coup de pression, effectivement, de votre cancer du poumon, vous avez brisé le silence, justement, sur ce combat. Est-ce que c'était vraiment essentiel d'en parler ouvertement? Il y a de plus en plus de célébrités, de personnalités qui parlent de leur cancer. C'est vrai que on a eu Jean-Pierre Pernaut, on a eu Florent Pagny, par exemple, qui ont décidé sur les réseaux sociaux autres d'en parler. Vous pensez que c'est une étape essentielle pour qu'on arrive à... C'est vrai que généralement, quand quelqu'un euh, part d'un cancer, on dit il part d'une longue maladie. On a du mal avec ce mot cancer. Le mot est encore tabou, le mot fait encore peur. Et justement, je pense que c'est presque enfin, c'est ma façon de voir, mais je ne juge personne et surtout pas quelqu'un qui, dans ma position, déciderait de ne pas en Bien parler, sûr. évidemment. Mais pour moi, en tout cas, c'était un devoir d'en parler parce que d'abord, et je le vois avec les réactions que j'ai eues, tous les gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux ou qui m'en parlent dans la rue, parce qu'ils m'abordent beaucoup aussi pour me demander des nouvelles et me parler de ce témoignage. En fait, en parler, comme vous dites, ça brise un peu le tabou, ça démystifie un peu la chose, ça montre que bah, ça arrive à tout le monde, y compris et évidemment, mais c'est pas toujours évident aux célébrités, parce que c'est pas parce on passe à la télé qu'on va pas être malade comme les autres, mais quelque part, ce message-là, il est rassurant. Et puis moi, j'ai attendu pour communiquer, de savoir comment je supportais le traitement et si j'allais à l'image, montrer justement donner une image un peu positive, un peu d'espoir et pas trop délabrée, et pas trop justement contre-productive. Et quand j'ai vu que, évidemment, j'ai été fatigué, j'avais perdu beaucoup de mes cheveux, voilà, mais j'étais quand même solide et avec le sourire. Là, je me suis dit, voilà, il faut communiquer parce que euh, la notoriété, si on s'en sert pas, si on se sert pas de ce porte-voix que ça nous donne, de ce microphone que ça nous donne, mégaphone, pardon, que ça nous donne pour faire passer des beaux messages positifs, eh ben, on est un peu égoïste, voilà. Donc, oui, moi, je crois que il faut, euh, il faut qu'on utilise cette notoriété qui nous est donnée par le public pour lui renvoyer des messages intéressants, importants. C'est aussi pour ça que je me bats beaucoup pour l'association sur la recherche pour la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, parce que c'est une maladie dont aujourd'hui on décède systématiquement, on ne sait pas la soigner. Et voilà, je- je- j'essaie de porter un peu ce message de la seule solution pour trouver un remède, un médicament qui retarde au moins les effets de la maladie ou qui soigne totalement, c'est l'argent, c'est de donner. Donc voilà, là encore, moi, j'essaie d'être un peu utile en faisant passer des messages comme ça. Et en parlant de votre santé, comment allez-vous aujourd'hui? En pleine forme, je suis ce qu'on appelle en rémission pour l'instant, c'est-à-dire que je n'ai plus de cancer à l'heure où on se parle, à la fois grâce au traitement et à l'opération que j'ai subie début janvier. Donc on m'a enlevé tout ce qui était cancéreux. Évidemment, je suis sous surveillance pendant 5 ans. Tout le monde sait que les cancers ont la fâcheuse habitude de vouloir revenir. Donc, on n'est pas sorti d'affaire. Mais bon, pour moi, c'est du passé. Ça a été un combat important qui m'a encore fait grandir. Vous voyez, je mesurais déjà 1,93 m, mais
Et j'ai passé la soixantaine, mais on grandit à tout âge. Ça m'a beaucoup apporté finalement. Donc, j'ai l'audace de dire que pour moi, c'est presque un mal pour un bien. C'est-à-dire que je me sens encore mieux après ce cancer que je n'étais avant. Et vous avez changé des choses dans votre quotidien? J'ai, je ne vais pas dire que j'ai changé des choses. J'ai, mais c'était déjà un processus qui était en cours depuis 2, 3 ans, et notamment depuis que je fréquente beaucoup les malades de Charcot, qui sont des, des leçons de vie à chaque instant, en fait. Ces personnes qui sont condamnées et qui le savent, mais qui ont un regard sur la vie extraordinaire de résilience, de sourire, de positivité. Et donc, c'est un chemin qui était déjà en cours chez moi, mais qui s'est accentué en étant moi-même malade. Effectivement, de recentrer certaines priorités, de relativiser beaucoup mieux certaines choses. Et ça ne veut pas dire que ça ne m'arrive plus de me mettre en colère ou m'agacer pour une contrariété, hein. Je ne suis pas devenu un saint, ni le Dalai Lama. Mais quand même, ouais, je gère beaucoup mieux les priorités. J'essaie de me concentrer sur les choses qui me semblent importantes. J'essaie encore une fois, d'être au maximum utile. Et, euh, et j'ai cette jolie formule qui n'est pas de moi, mais je vous la donne quand même. J'arrive pas à retrouver l'auteur, mais je trouve que la formule devrait à tous nous servir de mantra tous les matins, qui est, à défaut de pouvoir rajouter des jours à la vie, parce que ça, on n'en est pas maître, hein, du jour où on disparaîtra, essayons de rajouter de la vie au jour. Voilà. Donc, faire que chaque jour soit encore plus intense, encore plus dense en rencontres, en bienveillance, en sourire et en moments de joie. Et finalement, bah, il était pas trop tard pour s'en rendre compte à 60 ans passés. Pascal, il est l'heure maintenant du coup de pression. Coup de pression, Pascal. Il y a que la vérité qui compte va revenir dans le groupe M6. Exactement. Sur la chaîne W9. C'est signé, c'est officiel, on est d'accord. C'est officiel, tout à fait. On sera le jeudi soir en prime time. Donc, on garde le créneau que nous avions sur C8. Le rendez-vous va être exactement le même, sauf qu'il faudra pousser la télécommande d'un cran supplémentaire pour aller de 8 à 9. Et donc, on est très heureux de rejoindre le groupe M6, qui est un groupe avec lequel on n'avait jamais encore travaillé avec Laurent. On a travaillé pour le groupe TF1, évidemment, très longtemps, pour le groupe Canal à plusieurs reprises, pour France Télévisions aussi, mais jamais pour M6. Et on est très heureux surtout que l'émission puisse continuer, alors que malheureusement la disparition de C8 a fait aussi disparaître beaucoup d'émissions, beaucoup de sociétés de production, de collaborateurs qui se retrouvent au chômage parce que il y avait plus de 200 personnes qui travaillaient dans la chaîne. Donc ça a été quand même une catastrophe pour tous ces gens-là. Nous, on a la chance que l'émission puisse continuer. C'est une chance, j'espère aussi pour les téléspectateurs, parce qu'ils étaient nombreux à nous dire, ben, il faudrait que ça revienne quelque part. Et donc, voilà, que W9 et le groupe M6 nous donnent cette opportunité. Finalement, c'est pour le mieux de tout le monde et de nous qui avons toujours, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de bonheur à animer cette émission. Et on a le sentiment, là aussi, quand on l'a fait, que on est un peu utile et qu'on sert un peu à quelque chose et qu'on transporte, on véhicule un peu de bienveillance et de bonnes valeurs. Et puis pour les téléspectateurs qui, je pense, auraient été déçus de ne plus la retrouver à la rentrée. En Belgique, on avait C8, on n'a plus maintenant forcément avec la fermeture de la chaîne C8, mais c'est vrai qu'en Belgique, le groupe M6 n'existe pas. C'est-à-dire que et on le connaît de nom, M6, W9, etc., mais ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a que la vérité qui compte va être vendu à une chaîne belge? On sait que RTL, par exemple, le groupe RTL en Belgique est très proche du groupe M6. Est-ce que vous pensez que le groupe RTL en Belgique va racheter? Il y a que la vérité qui compte? Écoutez, je sais qu'il y a des discussions et j'aimerais beaucoup que ça se fasse parce que, vous savez, je vous apprends rien en disant que la proximité des publics belges et français, que effectivement l'émission, quand elle était sur TF1, était très regardée
en Belgique. Sur C8, vous venez de le dire, vous aviez aussi la possibilité de l'avoir. Donc, on espère qu'une chaîne belge va pouvoir la diffuser. Je n'ai pas de concret à vous annoncer à l'instant, mais je sais qu'il y a des discussions en cours et j'espère qu'elles vont aboutir. Et discussion avec le groupe RTL? Je ne peux pas vous. Je suis pas au cœur moi-même des discussions et c'est pas moi qui les mène. Je peux pas vous en dire plus, mais je pense que vous le saurez très, très prochainement, là. Je pense que ça va, si ça doit se conclure, ça sera évidemment avant l'été. Ok, d'accord. Concernant la nouvelle formule de Y'a que la vérité qui compte sur W9, vous gardez le même plateau? On va on va refaire un décor qui va être, parce on va tourner sur un plateau qui est plus grand. Le plateau sur lequel on tournait pour C8 était un peu étriqué, donc on avait dû refaire une version un peu lilliputienne du décor de TF1, où on était pas toujours à notre aise, on était un peu contraint. Et là, on a la chance d'avoir un grand plateau, donc on va pouvoir faire à nouveau un décor qui va beaucoup plus se rapprocher de TF1, mais la différence, elle est dans le côté beaucoup plus spacieux Ouais. et voilà. Mais tous les codes vont être les mêmes. Évidemment, on ne change rien à une équipe qui gagne. On garde notre merveilleuse Rebecca, notre nouveau Sam avec qui on s'entend parfaitement et tous les codes que les téléspectateurs adorent dans cette émission. Vous suivez Cyril Hanouna dans ce parcours entre C8 et W9, c'est pas un hasard si je ne me trompe pas, c'est que Cyril Hanouna est un peu en quelque sorte, je ne sais pas s'il est même coproducteur de l'émission, mais en tout cas il parle, il a évoqué votre cas auprès de la direction d'M6 pour que vous puissiez le rejoindre. Comment ça se passe justement avec Cyril Hanouna? Est-ce qu'il y a de la production entre vous deux? Est-ce, Non, est-ce bien lui non. qui a pris la décision de vous ramener dans le groupe M6? Alors, Cyril n'est pas producteur de l'émission, on est producteur, Laurent et moi, et notre ami Benoît Buyin, qui est notre associé, on est tous les trois les producteurs en direct de l'émission. En revanche, d'une part, Cyril était pour beaucoup dans la résurrection de l'émission sur C8, il avait beaucoup plaidé auprès de C8 à l'époque, et il a eu raison. Euh, et donc, évidemment, on a une grande gratitude à Cyril, auprès de Cyril pour ça. Et par ailleurs, il n'a pas, c'est pas lui qui a parlé à M6 de nous, mais c'est plus, à l'inverse, lui qui nous a, à un moment où on était sollicité par deux groupes différents, dont le groupe M6, mais un autre groupe aussi qui souhaitait absolument nous avoir. Et Cyril nous a dit, ben, venez avec moi chez M6, moi j'y vais, comme ça vous serez derrière moi comme vous étiez sur C8. Et voilà, donc il a été un avocat, on va dire, de la décision d'aller sur M6, sachant que on était dans cette position à la fois très privilégiée et Ouais. pas simple d'avoir deux groupes tout aussi prestigieux et intéressants qui nous voulaient tous les deux et que voilà, c'est pas simple. C'est comme si vous étiez, vous, David, avec deux personnes qui se disputent votre cœur et que les deux sont tout à fait, ont des qualités importantes. C'est pas toujours facile de choisir. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Donc voilà, Cyril nous a aidés à choisir. Mais, euh, mais le M6 était déjà depuis Ok. longtemps en veille, on va dire, en attendant de voir si C8 disparaissait ou pas pour nous récupérer. Et l'autre groupe, c'était le groupe RMC C'était le groupe RMC, oui, tout à fait. pour être Ouais. diffusé sur RMC Story. Exactement, Ok. avec RMC Story qui, comme ça ne vous a pas échappé, récupère pas mal de Comme le gros Big Deal. Ouais, formats, ça se dis- le Big Deal, ça se ça se discute. discute, Ouais. etc. Et donc, logiquement, ils voulaient aussi épingler Il y a que la vérité qui compte à leur tableau de chasse. Voilà, donc on a eu la chance d'être très sollicité et encore une fois, on mesure toute... enfin, c'est très flatteur et à la fois pour le concept de l'émission et pour Laurent et moi d'avoir été à ce point-là désirés par deux chaînes différentes, mais il fallait bien choisir à un moment ou à un autre. On va peut-être vous retrouver donc du coup à la rentrée en Belgique si les négociations se passent bien avec Y'a que la vérité J'espère. qui compte. Il y a effectivement ce livre, Le petit traité du silence. Est-ce qu'il y a d'autres projets? D'autres projets, alors au niveau télévisuel, le groupe M6 nous a demandé aussi de travailler sur des projets de Prime qui seraient sur M6 directement. Donc on est en train de réfléchir à un concept, à un format pour faire quelques Primes sur M6 en plus
Il y a que la vérité qui compte sur W9. Mais là, rien n'est encore arrêté. On réfléchit sur différentes idées et on travaille avec la direction d'M6 là-dessus. Et puis, bah, j'avoue que pour ce qui me concerne, j'ai aussi d'autres casquettes, dont celle de producteur de théâtre. Et je produis une pièce pour enfants qui viendra peut-être un petit peu en Belgique Ah, prochainement. Je vous tiendrai informé, qui s'appelle Pimpon et les petits monstres, qui est une pièce très drôle pour les 4-10 ans et que je prends beaucoup de plaisir à produire. Et puis, là encore, je réfléchis, mais j'ai très envie de publier un autre ouvrage l'année prochaine, un autre bouquin l'année prochaine sur un autre thème. Voilà. Donc, vous serez parmi les premiers informés, David, c'est promis. c'est d'accord. J'ai deux questions encore sur ces projets. Alors, le livre, ça serait un petit traité ou ça serait un autre livre, ce qui n'a rien à voir? Alors, j'aime bien l'idée des petits traités, donc j'ai une idée de petits traités. Et pour ne rien vous cacher, je voudrais traiter d'une notion qui, elle aussi, me semble un peu trop mise sous le boisseau dans notre société, qui est la bienveillance. Voilà, C'est donc vrai. petit traité de la bienveillance, pourquoi pas. Et puis sinon, j'ai un autre projet de roman, mais ça, c'est bon. Ok. On en reparlera. Ok. Et concernant la télévision, donc le groupe M6 vous a demandé de faire des primes sur la chaîne M6. Ça serait des primes sur des documentaires. Ça serait. Quelle est l'idée globale, sans dévoiler peut-être le concept, mais quelle est l'idée globale? Une émission de plateau, une émission de reportage, une émission. Ça serait une émission de plateau. Ce serait une émission de plateau. Après, on a plusieurs concepts là en cours de travail qui sont vraiment dans des choses assez différentes. Il y en a qui sont vraiment dans le divertissement, d'autres qui sont un peu plus dans la famille. Il y a que la vérité qui compte, c'est-à-dire effectivement sur l'humain et la mise à l'honneur de l'humain et des relations affectives. Voilà, donc on ne sait pas encore vers où ça va s'orienter, mais en tout cas, l'idée c'est qu'on anime Laurent et moi en plateau euh, et on conteste ça sur M6, sachant que on a signé pour plusieurs années. Ok. Donc, on pourra tester plusieurs formats. Si les premiers ne sont pas un énorme succès, on aura d'autres opportunités. En attendant de voir ça, Pascal, on vous retrouve avec ce petit traité du silence. Vous allez en apprendre plein sur le silence dans divers domaines. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté cet Merci à vous, entretien. David. À bientôt À sur très bientôt. Télépro. Au revoir.